présentation rapide de nos deux personnes présentatrices. Donc, Aïcha Benimas est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Moncton, au Canada. Elle détient une maîtrise en didactique et un doctorat en géographie de l'Université de Laval. Ses travaux de recherche portent entre autres sur l'interdisciplinarité, l'apprentissage du raisonnement géographique, la pensée spatiale, la citoyenneté, la pédagogie universitaire, la formation pratique des futurs enseignants et l'interculturel. Et puis du côté de Madame Romero, elle est professeure des universités à l'Université Côte d'Azur en France et professeure associée à l'Université Laval au Canada. Elle coordonne le groupe de travail hashtag #IA, mon Dieu, sur les enjeux éducatifs de l'intelligence artificielle en éducation et co-dirige le programme international de maîtrise Smart Ed Tech. Excusez. Tes recherches visent l'étude des compétences transversales, notamment en lien avec la pensée informatique et la résolution créative de problèmes. Donc, voilà pour la présentation. Je vais inviter Madame Benimas à débuter sa présentation. À l'instant. Merci beaucoup, Audrey. Je viens de partager ma fenêtre, mon écran avec vous. Est-ce que vous le voyez? On le voit, mais on voit le PowerPoint dans son ensemble et non pas seulement la présentation. Tu sais, on voit, c'est pas clair qu'est-ce que j'essaie de dire. On voit Attends. le logiciel En- PowerPoint et non En pas juste la mode présentation. modification et non pas en mode diaporama. Merci Ok, Sylvie. ok. Alors, je vais répéter, je vais partager avec vous. Et est-ce que vous connaissez comment je peux présenter et voir les personnes? Je pense qu'on ne voit pas les participants quand on présente. As-tu deux écrans, Aïcha? Oui, Oui. Alors, à ce moment-là, tu mets ta présentation PowerPoint sur l'écran secondaire et puis tu partages cet écran-là. Et à ce moment-là, tu peux continuer à nous voir quand même. voilà. Là, dites-moi si vous voyez mon écran. Alors oui, là, tu as juste à cliquer sur diaporama Oui, en oui, bas, oui, le oui, petit, ça, et puis ça va je fonctionner. vais juste m'assurer que tout le monde voit le document. Voilà. Donc, merci beaucoup, Audrey. Merci au CRDE de nous accueillir dans le cadre de ces causeries midi. Donc, il me fait vraiment plaisir de présenter cette causerie en collaboration avec ma collègue Margarida Romero, que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur un projet vraiment très, très motivant. Donc, notre présentation porte le titre « Créer une maquette de son territoire scolaire, projet interdisciplinaire Smart City Maker ». Alors, j'aurais aimé que ma collègue Romero soit ici pour juste mettre la table, comme on dit, pour contextualiser le projet. Mais ce n'est pas grave, je vais faire de mon mieux. On passera par les points habituels dans une présentation, donc l'introduction, cadre théorique, méthode de recherche, résultats et conclusion. Alors, comment moi je me suis retrouvée dans ce projet Smart City Maker? C'était, je pense, en 2018, je suis allée avec Sylvie Blin au colloque Claire. Tu te rappelles, Sylvie? Et Oui, tout à fait. Oui, et c'est là où j'ai rencontré Madame Margarida Romero. Et on a échangé quand elle a su que je suis didacticienne de géographie. Donc, rapidement, il m'a donné son livre qu'il a publié et il m'a fait une invitation. Il m'a dit, je t'invite dans ta prochaine année sabbatique de venir passer un 6 jours dans mon laboratoire. Donc, il est responsable du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation. Alors moi, bien sûr, j'ai bien apprécié l'invitation et j'ai concrétisé l'invitation. Ça veut dire quand j'ai demandé ma sabbatique pour 2018-2019. Alors, pourquoi il m'a invité? C'est parce que dans son gros projet de Smart City Maker, elle travaille sur l'espace.
Et donc, je pense qu'il a vu qu'une didacticienne de géographie, il a des choses à apporter à un tel projet. Donc, je vais présenter là vraiment comme introduction pourquoi, ça veut dire de mon angle de didacticienne de géographie, ça veut dire comment on a tracé ce projet-là. Il faut juste rappeler que ça fait 10 ans que Madame Romero travaille sur ce projet-là. Donc, elle a collaboré avec des gens au Québec. Elle a fait beaucoup de projets aussi en France. Elle a publié beaucoup sur vraiment ces dimensions d'apprentissage à travers le Smart City Maker. Et vraiment, moi, je suis arrivée comme dans la clôture. Je pense que maintenant, il a d'autres intérêts comme l'intelligence artificielle et autres. Alors, moi, je suis venue dans cette phase-là pour clôturer peut-être cette partie-là. Donc, quand on travaille sur l'espace, ça veut dire on touche à l'environnement physique de l'enfant. Et cet environnement-là, physique, il se divise en 3 types d'espaces. Il y a l'espace habituel de l'enfant, il y a l'espace fréquenté et l'espace occasionnel. Pardon. L'espace habituel, c'est comme sa maison, son école, son quartier. L'espace fréquenté, par exemple, si l'enfant va au parc, pardon, je vais prendre de l'eau. Pardon, il y a quelqu'un qui sonne, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas le bon moment pour avoir une communication téléphonique. Alors, l'espace fréquenté, c'est par exemple quand l'enfant va jouer dans le parc de son quartier, quand il va par exemple au marché hebdomadaire avec ses parents une fois par semaine. Donc ça, c'est un espace fréquenté. L'espace occasionnel, c'est l'espace que l'élève ou l'enfant va explorer pendant des occasions, comme par exemple lors d'un voyage avec ses parents. Donc, apprendre l'espace, ça permet à l'enfant d'utiliser différents outils de la représentation pour raisonner sur l'espace, pour résoudre des problèmes et prendre des décisions. Donc, ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels le National Research Council et d'autres auteurs sont, ça veut dire comme un consensus sur ces points-là. Ça permet aussi à l'élève de développer un sentiment d'appartenance dans sa dimension de citoyenneté. Le rapport à l'espace, il faut dire qu'il s'agit d'une relation dynamique. C'est une expérience qui est personnelle. Chacun de nous, il a une expérience avec l'espace. Il a une relation spécifique avec les aspects géographiques, factuels et les aspects qui sont socio-affectifs. Donc, par exemple, quelqu'un qui va quotidiennement faire une marche dans un parc, il y a un sentiment qui se relie avec cet espace-là. Ce n'est pas juste une relation juste physique, mais aussi une relation émotionnelle. Il y a aussi des aspects socioculturels de l'espace géographique, de l'espace fréquenté. Donc, pour que ce rapport dépasse la simple utilisation et la simple consommation et atteindre le changement, on a besoin d'avoir recours à une approche créative basée sur une forme d'agentivité dans le sens où les citoyens, ici l'élève, s'engagent dans la transformation de son territoire de manière participative. Donc, il ne s'agit pas seulement de consommer, mais il s'agit aussi d'avoir de l'effet, d'avoir du pouvoir sur cet espace-là. Et cela nous emmène à la question de la pensée spatiale. Et il importe de voir quelle est la définition qu'on donne à cette pensée-là. Donc, la pensée spatiale est définie comme la connaissance conceptuelle et l'habilité à utiliser l'espace grâce à différents outils de sa représentation ainsi que les processus de raisonnement permettant la résolution de problèmes et la prise de décision.
La pensée spatiale, et dans ce sens, est fondamentale à l'apprentissage et à la cognition. Donc, l'apprentissage à caractère spatial, je dois le préciser, n'est pas exclusif à la géographie, n'est pas lié exclusivement à la géographie. Pourquoi? Parce qu'il a été confirmé que l'exploration de l'espace ou l'exploitation de territoires se fait souvent dans une démarche interdisciplinaire. Et dans ce sens, les habiletés spatiales sont étroitement liées aussi en mathématiques à travers la visualisation, par exemple. La capacité d'imaginer des objets en 2 dimensions, en 3 dimensions. Donc, la recherche démontre aussi qu'il y a un étroit lien entre la pensée spatiale et la performance à travers les disciplines scolaires qui constituent le curriculum. Donc, on va aller dans un autre angle, c'est celui de l'exploitation des espaces scolaires. Et là, on est dans l'espace habituel. Ça veut dire que l'élève fréquente à chaque jour. Alors, quand on exploite l'espace scolaire en tant qu'objet d'apprentissage, cela permet une efficacité des apprentissages acquis et des comportements développés par les apprenants. Et cela nous emmène à la pédagogie ancrée dans le milieu, qui permet à l'élève d'établir un lien d'appartenance étroit à son territoire de proximité, en plus de rendre son apprentissage plus signifiant. Donc, la présente étude s'inscrit dans le cadre du projet Smart City Maker, comme je l'ai déjà mentionné, dont l'initiative revient à Dr. Margarida Romero. Donc là, je fais mention à ses publications depuis 2017 et autres. Donc, ce projet-là, il se base sur une démarche opérationnelle axée sur le devenir d'un territoire dans une perspective géoprospective. Géoprospective, ça veut dire la modification, ça veut dire pas la modification, mais une relation où on fait quand même de la projection sur le devenir de l'espace géographique que nous fréquentons, que nous habitons, que nous exploitons. Il s'agit aussi d'une approche inactive, avec E et non pas I, et co-créative de l'apprentissage, qui permet à la cognition d'émerger de l'action et de l'expérience directe. Et c'est Varela qui a vraiment développé cette théorie de l'approche inactive. Cette approche, il se concentre sur l'interaction dynamique, ça veut dire de l'apprenant et de son environnement. Donc, c'est une interaction intense et dynamique entre l'apprenant et son environnement. Nous visons 2 objectifs de recherche. Le premier objectif, analyser le rapport des élèves au territoire scolaire à partir des habiletés spatiales mobilisées tout au long du processus de sa représentation sous forme d'une maquette. Donc, on veut vraiment voir, vraiment analyser ce rapport que les élèves établissent avec leur territoire scolaire à partir de l'exercice de créer une maquette. Et donc, en observant toutes les habiletés spatiales qu'ils vont mobiliser pendant ce processus-là. Deuxième objectif, analyser les retours métacognitifs exprimés par les élèves durant la démarche co-créative dans laquelle ils se sont engagés. Au niveau de la méthode de recherche, nous sommes basés sur une recherche-action participative où l'équipe se forme de chercheurs. Donc, il y a Madame Margarida Romero et moi-même, la direction de l'école, l'enseignante et 2 parents. Les participants élèves sont 22 élèves de CM2. Donc, c'est l'âge de 11 ans, c'est l'équivalent de la 6e année ici. Ces élèves-là appartiennent à une école d'application.
une école primaire d'application qui est rattachée à l'INSPE de l'Académie de Nice. L'INSPE, c'est l'Institut national supérieur de professorat et de l'éducation. Et c'est quelque chose qui est l'équivalent de la faculté des sciences de l'éducation, qui s'occupe de la formation des maîtres, qui est rattachée à l'Académie de Nice. Et les instruments de mesure et de cueillette de données, il y a un questionnaire qui mesure les habiletés spatiales, il y a les retours réflexifs métacognitifs, il y a le recours à l'enregistrement vidéo, il y a l'observation directe documentée par le journal de bord des chercheurs. Ici, c'est l'INSPE, donc l'établissement auquel se rattache l'école d'application à laquelle appartiennent les élèves participant à ce projet-là. Les étapes de l'étude, donc, ils sont décrites là, mais je vais les détailler plus. Donc, la première étape, les élèves devraient effectuer une lecture de la carte de cadastre qui représente le quartier scolaire. Et donc, lire une carte de cadastre, ça invite l'élève à décoder les symboles et les signes qui se trouvent dans cette carte-là, en commençant par d'abord l'orientation. Donc, comment on peut orienter l'espace scolaire à partir de cette carte-là. Donc, lire tous les symboles qui sont là, tout ce qui est écrit, tous les signes qui sont représentés sur la carte, s'orienter à l'aide de cette carte, localiser où est-ce qu'on trouve l'école à laquelle appartiennent les élèves dans cette carte, où est-ce qu'on trouve l'ESP, où est-ce qu'on trouve le terrain de jeu, où est-ce qu'on trouve la garderie et toutes les entités qui sont dans cette carte-là. Puis l'étape 2, c'est une sortie de terrain 1 pour explorer le quartier étudié. Alors là aussi, les élèves, ils avaient recours à l'observation. Ils devraient définir des repères qu'ils rencontrent dans cet espace-là, de situer les édifices les uns par rapport aux autres. Il y a les bâtiments, il y a les jardins, il y a les routes qui séparent ces entités-là, les arbres. Donc, et en même temps que les élèves explorent leur quartier scolaire, et ils étaient demandés de faire des exercices d'orientation. Donc, on leur pose des questions pour voir comment ils se situent eux-mêmes dans l'espace. Et puis, en même temps, on leur pose des questions sur les différentes entités qu'ils observent. Et ils avaient entre les mains la carte de cadastre à laquelle il revient au besoin pour faire quand même des comparaisons entre ce qu'ils ont fait comme lecture sur un plan de 2 dimensions et la réalité telle qu'il est, ça veut dire l'espace réel qu'ils fréquentent physiquement. Il y a aussi l'étape 3, c'est une sortie du terrain 2 où les élèves étaient menés d'un appareil qu'on appelle le télémètre, avec lequel ils vont mesurer les hauteurs des bâtiments du quartier. Donc, ils vont vraiment aller bâtiment par bâtiment pour aller mesurer la hauteur. Ils avaient incarné un élève qui tient l'appareil et qui l'utilise pour la mesure, les autres qui prennent la mesure qui est affichée dans l'appareil. Et donc, bien sûr, par exemple, quand ils montent dans un bâtiment aussi grand comme l'SPE, c'est un bâtiment qui est assez vieux, c'est comme un bâtiment patrimonial, vraiment, au niveau de l'architecture. Ben, c'est sûr que les mesures, ils sont approximatives. Par exemple, ils vont mesurer de la base jusqu'au premier niveau. Quand ils sont à le rez-de-chaussée, ils vont mesurer jusqu'au plafond, puis ils montent au 2e étage, puis ils vont mesurer
mais il y a la dalle qui sépare le premier étage et le deuxième étage. Ils vont faire une estimation, d'accord? Et donc, tout cela, vraiment, ça leur permet de voir et de se faire une représentation sur la hauteur des bâtisses. Quand il vient à leur école, il voit qu'il n'est pas très haute comme cette bâtisse-là. Donc, c'est un autre type d'apprentissage que les élèves développent. Une autre étape, c'est le traçage des emprises sur la base de la maquette. Bien sûr, il faut rappeler qu'au moment de la lecture de la carte de cadastre, les élèves, en discussion avec l'enseignante, avec la direction, tout le monde, ils devraient choisir une échelle avec laquelle ils vont créer leur maquette. Donc, quelle échelle? Donc, après différentes discussions, ils ont choisi que 2,5 cm sur la carte de cadastre va être représenté à l'aide de 30 cm sur la base. Donc, la base, bien sûr, les gens qui font la robotique, ils savent très bien quand on utilise des robots, les robots, ils doivent circuler sur un matériel spécifique. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération. Et il faut prendre en considération aussi cette base sur laquelle on va créer la maquette, dans quel local il va être. Donc, toute la question de la grandeur va influer sur l'échelle choisie. Quand les élèves faisaient le traçage des emprises sur la base de la maquette, ça veut dire qu'ils sont en train d'agrandir l'échelle de la carte du cadastre. Et une fois qu'ils ont terminé, à ce moment-là, vous savez, ils ont fait appel à la mesure pour voir que la différence entre tel et tel bâtiment est proportionnelle. Ils ont fait appel aussi à l'usage d'outils qu'on utilise en mathématiques, comme l'équerre, par exemple, pour s'assurer que l'angle 90, il est vraiment bien tracé. Donc, il y a des lignes qui sont parallèles, il y a des lignes qui sont perpendiculaires. Donc, les élèves, d'une manière indirecte, ils mobilisent des savoirs, des habiletés qu'ils ont développées en mathématiques, puis ils les mettent en œuvre dans cet exercice-là. Et après, c'est l'étape où ils vont préparer les entités qui vont construire la maquette. Et bien sûr, la maquette en 3D, ils vont utiliser ça veut dire des produits à recycler, ça veut dire pour le recyclage, des cartons, toutes sortes d'objets qu'on peut recycler. Et il y a l'étape de programmation des robots qui vont faire la récupération des déchets dans le quartier scolaire. Alors, comme tout élève de ce niveau scolaire CM2, dans le programme d'études, ça veut dire technologie et sciences font partie de leur apprentissage. Donc, les élèves participant à ce projet, ils avaient déjà suivi des cours de programmation, ils savent programmer, mais quand même, ça veut dire qu'il a fallu, ça veut dire l'équipe de recherche a jugé qu'il importe que les élèves, ça veut dire programment pour ce circuit-là qui est spécifique à cette maquette-là. Donc, ils doivent faire des essais et ils doivent, ça veut dire s'entendre en équipe sur le parcours, c'est quoi les types de déchets qu'on va récupérer. Et donc, il y avait quand même toute une phase de programmation, de calcul, de retour, ça veut dire d'expérimentation et de retour à la tablette pour modifier leur programme. Donc, tout vraiment se passe d'une manière collaborative. Ça veut dire qu'ils travaillent en équipe depuis le début du projet jusqu'à vraiment la fin. Et après ça, il y avait comme une journée que les collègues ont appelée Challenge Day, journée défi, là où les élèves vont présenter leur maquette à leurs parents. Donc, les parents étaient invités pour assister à voir la maquette créée par les élèves. Et les élèves, ils devraient vraiment manipuler leur robot pour
montrer à leurs parents que voilà, le robot, il fait un circuit pour récupérer les déchets et les ramener d'un point A à un point B. Alors, les résultats obtenus, euh, on peut les vraiment, parce que dans le questionnaire élaboré, et comme on est dans une recherche action participative, ça veut dire quand on a élaboré le questionnaire, on l'a soumis à l'enseignante, à la direction de l'école. Le directeur de l'école lui-même est un enseignant, donc il travaille avec les élèves. Donc, ils avaient leur regard sur le questionnaire pour ajuster certaines questions, pour clarifier certains points. Donc, c'est quand même un travail collaboratif aussi entre l'équipe de recherche. Alors, les résultats obtenus au niveau des habilités spatiales, donc il y avait des questions qui portaient sur la localisation absolue et localisation active. Par exemple, on demande à l'élève un exemple de question. Quand tu te positionnes à la porte vraiment de l'SPE, c'est comme tout le quartier scolaire, l'SPE, est-ce qu'il se trouve avant ou après ton école? Donc, ça permet à l'élève de situer l'SPE par rapport à son école. Il y a localisation absolue, ça veut dire tel édifice où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il se trouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? On avait aussi la localisation relative à gauche, à droite. Donc, on a observé que en général, les élèves n'avaient pas de problème au niveau de la localisation. Au niveau, par contre, de la localisation, pardon, de l'orientation, ça veut dire à l'aide des sous-directions cardinales. Quand je dis les sous-directions cardinales, ça veut dire quand on dit nord-est, nord-ouest, ou sud-est, sud-ouest. C'est là on a trouvé que plusieurs élèves, ils avaient quand même, certains élèves avaient quand même des défis à ce niveau-là. Si je peux dire par rapport, par contre, donc vous voyez ici, les réponses appropriées, c'est une personne qui a répondu d'une manière appropriée, 21 avec la difficulté à orienter selon les sous-directions cardinales. Au niveau de la situation, quand on dit dessous, au même niveau, donc il y a 4 questions vraiment qui étaient... Moi, je n'aime pas utiliser le mot question ou réponse qui n'est pas bonne, mais réponse qui mérite d'être analysée. Inclusion, exclusion. On a posé par exemple une question sur l'école pour voir est-ce que les élèves considèrent tous les aspects qui constituent leur école. Et on a trouvé que 5 élèves excluent la cour dans laquelle ils jouent, ils passent leur récréation, ils l'excluent de l'école. Alors cela nous invite à se questionner. Est-ce que les élèves, c'est quoi la représentation que les élèves ont de l'école? Est-ce que l'école pour eux se limite aux classes, aux cafétérias, au bureau de la direction, au salon des professeurs, des enseignants? Et donc, c'est curieux pourquoi ils ont exclu la cour. On a aussi posé une question pour chercher la longueur approximative de terrain de jeu. Et on voit qu'il y a 7 élèves qui avaient une confusion entre la longueur et l'air. Donc, les élèves, vraiment, 7 qui parlaient plus de la surface, de l'air et non pas de la longueur. Et il y avait 15 estimations. Donc, 3 élèves qui disaient que c'était 50 mètres, puis il y avait 12 élèves qui donnaient des mesures qui étaient en deçà de 50
mètres. Puis, par rapport à la comparaison visuelle, on voit que les élèves en général, ça veut dire leur réponse était appropriée. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans la question 9, c'est qu'on a enchaîné avec une autre question pour demander aux élèves comment ils ont fait pour répondre à la question 9. Par exemple, pourquoi, qu'est-ce que vous pensez? Lequel il est le plus grand dans le quartier scolaire? Est-ce que c'est l'INSPE ou l'école? Donc, les élèves, ils avaient à avoir recours à des stratégies. Donc, on a trouvé qu'ils avaient quand même 4 stratégies qu'on a nommées ici: proportion, visualisation, pratique spatiale et appropriation territoriale. Alors, proportion, l'élève, par exemple, ici, il dit: j'ai recadré à peu près la taille des bâtiments. Donc, recadrer, ça veut dire qu'il a fait comme une comparaison entre un bâtiment et l'autre qui sont demandés dans la question. Et donc, il y a l'aspect proportionnel auquel il avait recours. Un élève, ça veut dire que c'est plus la visualisation. Donc, on se fait une image d'en haut et on se fait une idée. Alors, ici, c'est comme ça nous dit que cet élève, il a quand même la conception projective de l'espace. Ça veut dire qu'il est capable, en tout cas mentalement, de se faire une image d'en haut, d'observer les bâtiments d'en haut. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que la lecture de la carte cadastrale l'a aidé dans cet exercice de visualisation? C'est vraiment, ça donne à réfléchir. Il y a aussi une stratégie basée sur la pratique spatiale, comme cet élève qui dit: quand je vais à l'école ou au judo, parce que ces élèves-là, ils habitent dans la région, vraiment, ils sont proches du quartier scolaire. Alors, il dit: quand je vais à l'école ou au judo, je passe par là et je vois l'INSPE qui est plus grand. Donc, à force de pratique, il a une pratique spatiale qui lui donne une conviction que c'est le bâtiment le plus imposant, le plus grand. L'appropriation territoriale, eh bien, celui-là, c'est plus que ça. Il dit: je sais où se trouvent les choses autour de mon école. Alors, on dirait qu'il y a une appropriation de l'espace, en tout cas dans l'expression qu'il a dit. Toujours en présentant les résultats, au niveau de l'apprentissage lié à la programmation. Un des élèves a dit: j'ai appris à me servir de F3, donc le programme utilisé, encore mieux que tout le temps. Ça veut dire qu'il avait déjà expérimenté vraiment le langage F3, mais en faisant ce projet-là, en s'engageant dans ce projet-là, il juge que maintenant, il a appris à se servir de cet outil-là, de ce programme-là, plus que jamais. À me servir de F3 et des capteurs, rotation, pince, calcul mental, etc. Il y a aussi l'explication de problèmes rencontrés et des solutions à laquelle ils avaient recours. L'élève 5, il dit: il y avait trop d'appareils dans la salle connectée en Bluetooth. Cela peut entraîner des problèmes de connexion. Alors là, c'est très intéressant de le mentionner. Ça veut dire le challenge day ou la journée défi. Les élèves, ils ont continué quand même leur apprentissage. Ils ont rencontré des problèmes, mais ils ont continué à réfléchir sur ces problèmes-là et d'essayer de voir comment les résoudre, comment les surmonter. Alors, là, c'est un cas où l'élève, il dit qu'il y avait trop d'appareils, donc cela pose problème au niveau des connexions. Et ben, comme solution, un élève qui dit: tous les adultes devraient se déconnecter. Donc, venez voir la journée défi, mais s'il vous plaît, laissez vos appareils téléphoniques à l'extérieur pour ne pas déranger le travail des élèves.
Ici, un élève un élève qui explique le problème et qui essaie de donner une solution. Alors, il dit le contour optique avait du mal à détecter les couleurs et on détectait le parcours à suivre. Alors, ce même élève, il explique. Le reflet du soleil éclairait le sol d'une manière jaune qui perturbait le robot. Il suggère, c'est une solution qu'il donne, fermer les volets et tapisser le sol de feuilles blanches. Alors, on arrive à la conclusion. C'est vraiment pour, je dirais, pour les gens qui aimeraient avoir plus d'informations sur vraiment le déroulement de ce projet-là. L'article partagé, il détaille vraiment bien le contenu et il détaille aussi les résultats. Alors, la création d'une maquette de son propre territoire scolaire permet à l'élève, ça veut dire de vivre une pédagogie ancrée dans son milieu. Et comme l'ont dit les chercheurs, ça rend l'apprentissage plus signifiant et ça contribue à développer un sentiment d'appartenance plus solide à son territoire scolaire. Il y a aussi une relation active avec le territoire. Donc, pas seulement une relation de consommation, mais une relation où il y a, ça veut dire, l'influence sur ce territoire-là, la capacité et le pouvoir de changer des choses. La co-construction d'une maquette, parce que tout le travail a été fait en équipe et en collaboration. Ça mobilise une intelligence collective chez les élèves. Donc, les élèves ne réfléchissent pas d'une manière individuelle, mais ils mettent leurs idées ensemble, ils se concertent, et c'est sûr qu'à des moments, il y a des conflits entre les élèves quand ils ne s'entendent pas sur quelle décision prendre, par exemple, pour détourner un problème ou autre. Donc, cette intelligence collective est quelque chose de très, très fondamental dans le travail d'équipe et dans aussi les compétences qu'on veut développer à l'école du XXIe siècle. Et en même temps, cela a un lien étroit avec la créativité collaborative. Je pense que ma collègue Margarita Romero pourrait dire beaucoup sur ce point-là. J'aimerais ajouter que la création de maquettes, selon les étapes suivies dans ce projet-là, engage l'élève dans une démarche d'apprentissage interdisciplinaire. Donc, c'est sûr que peut-être moi, je suis biaisée parce que je suis didacticienne de géographie. Donc, j'ai mis l'accent sur les habiletés spatiales de point de vue géographique, mais les élèves qui ont participé à ce projet, ils ont mobilisé plusieurs apprentissages. Ils ont mobilisé des apprentissages liés à la géographie, tout ce qui touche l'orientation, la lecture de cartes, la localisation, donc la représentation, ça veut dire de 2 dimensions à 3 dimensions, et autres éléments, l'observation de terrain. Mais il y a les mathématiques qui sont là, qui sont présentes. Et ça, on l'a dit qu'il y a quand même, par exemple, la rotation de 2 dimensions à 3 dimensions. C'est quelque chose qui est traité en mathématiques. Il y a toute la question des mesures que les élèves ont prises, mais aussi la manière de tracer tout le quartier sur la base de la maquette. Et il y a le langage qu'ils ont utilisé pour exprimer leur travail, pour exprimer ce qu'ils ont appris dans leur retour métacognitif, pour interagir entre eux. Il y avait un aspect artistique aussi, parce que les élèves, dans la création de la maquette, et il a des recours à des objets miniatures qui symbolisaient les palmiers, qui symbolisaient les arbres, différents phénomènes qui se trouvent dans leur quartier scolaire, en plus de la robotique. Donc, ils avaient à programmer et certainement, il y a
d'autres apprentissages peut-être que on a besoin de détecter chez les élèves. Mais cela dit, on ne doit pas négliger l'apprentissage transdisciplinaire que les élèves auraient développé, donc la communication, la collaboration avec les pairs, la résolution de problèmes, et ils étaient confrontés à des problèmes, la prise de décision en fonction de ça, et j'ajoute la pensée critique. Donc, critique a été, je ne l'ai pas mis, peut-être c'est une touche qui a effacé ça, mais toute recherche a des limites. Et je trouve que notre recherche, elle a une limite qui permet d'ouvrir des pistes pour d'autres recherches. C'est qu'on a besoin d'une approche clinique afin d'examiner d'une manière plus profonde, plus minutieuse le raisonnement ou les raisonnements de l'élève à travers l'ensemble de la démarche suivie dans la création de la maquette créée d'une manière collective et d'une manière co-créative de ce territoire scolaire. Donc voilà, je termine ma présentation et si ma collègue est là, j'aimerais bien lui donner la parole. Peut-être